Hello tout le monde! On voulait revenir avec vous sur notre aventure du shipping parce qu'on a eu énormément de questions sur le shipping de Jeff, comment ça s'est passé, tout ce que ça implique. C'est parti! C'est parti. Nous sommes sur la route depuis 2 ans. Nous avons parcouru l'Europe et l'Asie avec nos 3 enfants. Maintenant, nous les emmenons à la découverte du continent américain. Nous, c'est les Waffles et ça, c'est nos aventures. Alors le shipping de Jeff, c'est une grande aventure. On va sans doute, on va pas revenir sur le pourquoi on l'a fait shipper. Si vous avez envie de savoir le pourquoi de cette décision complètement folle, on mettra le lien de la vidéo là quelque part. Et donc on va plutôt passer sur le déroulement directement de comment ça s'est passé quoi, simplement. Alors il faut savoir que d'abord on a décidé donc de faire appel à un agent suisse qui nous avait été recommandé par la famille en voyage Hakuna Matata. Et donc on est passé par lui depuis le début en fait. Quel que soit le shipping, on avait décidé qu'on passerait par lui. Et on n'a pas regretté notre choix. Non. Donc la première partie du shipping se passe en Inde et je vais te laisser expliquer puisque c'est toi qui as le plus géré, puisqu'il faut savoir qu'au niveau du shipping, comme les papiers sont au nom de Nico, eh bien les agents directement parlent à Nico, et enfin c'est Nico qui fait tout le process quoi, que ce soit au port en Inde ou au port au Mexique. En Inde, c'était relativement simple. Massimo nous a mis en contact avec l'agent local qui était à Mumbai, qui est assez connu là-bas. Et donc il nous a conviés d'abord une première fois à son bureau où on a été déposer les papiers, il a pu faire des photocopies. Et puis il y a eu 2-3 jours qui se sont déroulés de mémoire. Et puis on a dû conduire Jeff au port, j'ai dû conduire Jeff au port. Donc je l'ai conduit, il a fallu beaucoup de temps pour que je puisse rentrer dans le port, le déposer, le garer. Tout ça c'est très long, mais il n'y a pas d'accro là-dessus, hormis qu'on perd sa journée. Mais ça, donc Massimo c'est l'agent en Suisse, on l'a pas dit, on a dit qu'on a pris un agent dans le patient. Et il nous avait prévenu, donc Massimo nous avait prévenu d'être patient, parce que ce soit en Inde ou au Mexique, il savait que c'est pas comme en Europe. Non, pour vous imaginer, je crois que j'avais rendez-vous à 11h30 initialement, puis c'était déplacé à 14h. Je suis arrivé à 14h et Jeff est rentré dans le port à 16h30, quelque chose comme ça. Puis j'ai encore dû passer 1 heure dans un bureau à attendre que des choses se déroulent. Et voilà, et faut juste de la patience et attendre. Il y a un deuxième rendez-vous au port qui se fait quelques jours après pour la vérification par la douane et monter sur le flat track. Alors la vérification de la douane indienne, ça a été, soyons honnêtes, ridicule. Est-ce qu'on a eu de la chance ou pas? Je pense qu'il y a une partie de chance. Le gars il est venu, il a vérifié le numéro de châssis au niveau de la plaque avant, enfin des 2 plaques avant, il a fait ouvrir le capot, il a vérifié le niveau de diesel. Voilà. Et puis il est reparti. Donc le camping-car, Anaïs l'avait préparé pour qu'il soit nickel, tout parfait. Le mec n'a même pas mis un pied dedans. Tant mieux, on l'a récupéré propre. Et sur ce, voilà, c'est la dernière fois qu'on voit Jeff en Inde. Je crois qu'on est le 11 janvier à ce moment-là. Ouais. Et pour vous dire par rapport au diesel, donc il nous avait été demandé de vider, de laisser en fait voilà, Jeff sur la réserve, sachant qu'on est sur un vieux système, donc voilà, on avait vraiment dû vider au maximum le réservoir d'essence et de gaz et de LPG d'ailleurs. Ouais. Ça aussi c'était en vidéo là-bas. Donc nous on continue notre périple, on fait nos petits voyages, on termine de visiter Mumbai, on va en Thaïlande, on passe en Belgique. En Belgique on a une petite surprise, c'est qu'on reçoit des photos de Jeff. Qui est au port de Marseille. Fosse Marseille, et c'est je crois Jean-Michel qui nous a envoyé ça, et super, enfin un grand merci Jean-Michel parce que ces photos nous ont fait un bien fou quand on les a vues. On a pu constater que Jeff allait bien, était vivant, il n'y avait pas de casse et tout, que tout était en ordre. On s'est pas mal tranquillisé. Et on pouvait aussi suivre Jeff, on avait reçu des codes sur internet pour aller suivre sa géolocalisation. Donc c'est là qu'on a aussi pu constater que Jeff
n'a pas fait le tour de l'Afrique, comme on nous a dit qu'il allait le faire, mais qu'il est passé par le canal de Suez. Alors cette photo que Jean-Michel nous a envoyée elle est aussi très importante parce que la personne qui était en Inde nous avait raconté beaucoup de choses sur pourquoi le prix était aussi élevé et tout ça. Parce que Jeff allait prendre la place de 5 containers, aller tout en bas sur le dock pour éviter qu'il soit mis sur d'autres containers et tout ça. Or la photo de Jean-Michel nous a prouvé tout le contraire, c'était pas le cas. Et cette personne en Inde, nous on a une expérience relativement positive, on va le dire. Ouais, pour nous ça s'est super bien passé, mais par contre pendant qu'on était en Thaïlande, on a rencontré une motard qui était passée par lui et en fait elle a dû tout faire elle-même, enfin c'était vraiment très très limite. Et donc de nouveau on s'est dit bon ok, on est vraiment content d'être passé par Massimo. Parce que cette personne en Inde elle a l'habitude de travailler avec Massimo, parce qu'il organise plusieurs shippings de retour depuis Mumbai. Cette personne en Inde il est un peu incontournable en fait. Si on veut partir de Mumbai, c'est un peu lui qui a toutes les connexions là-bas. Et le fait que nous on passe par une autre personne qui lui a mis la pression, sans doute qu'il y a un coût, hein, qu'on doit payer un peu plus cher que les autres, mais lui il a été aux petits soins pour nous. Parce qu'il veut peut-être pas perdre son business avec notre agent en Suisse ou plus, je sais pas. Et d'ailleurs sur iOverlander, cette personne en Inde, elle est très très mal référencée. Je pense que si on avait dû choisir sur place, on ne serait jamais passé par lui, rien que par les commentaires. Mais bon voilà, c'est une autre histoire et on est très content que pour nous ça se soit bien passé. Et puis on est arrivé donc au Mexique et là, nous on arrive le 12 alors que à Veracruz. Le 12 à Veracruz, alors que l'arrivée de Jeff est prévue le 14. Donc on est dans les temps et comme on nous l'avait demandé en fait, on nous avait clairement dit il faut être là bien à temps parce qu'il ne faut surtout pas payer des frais de stockage de Jeff sur le flat track. Ouais. Le flat track on l'a pendant une courte période quelque part et si on reste plus longtemps, en fait on paye la location du flat track plus la location de l'emplacement, ce qui fait tout de suite, je crois que c'était 150 $ par journée pour les 3 premiers jours, puis 250 $ pour les jours suivants, puis on monte à 350 $. C'est un prix énorme, par jour, hein. Nous avons renseigné. Moi je les ai vus les prix, je crois que c'était juste hallucinant. Donc on arrive en fait à Veracruz 60 jours après avoir quitté Jeff à Mumbai. Nous on a rempli notre part du contrat, on est là en temps et en heure. On a assez vite un rendez-vous chez UG Logistique, où on a un premier rendez-vous, où on pose un peu les bases. Le premier contact se passe bien. Par contre, on les alerte au problème de diesel et là on nous dit clairement, écoutez, en fait, va falloir sortir avec ce qu'il y a dedans. Voilà. Puis après ce premier contact, je crois que la semaine suivante, on m'appelle pour faire la descente du flat track que vous avez vu en vidéo. Donc miracle, on retrouve Jeff, il est en bon état, ça c'est un truc incroyable. Rien qu'à bouger à l'intérieur, il est en bon état. Et il démarre direct quoi. Nico rebranche les batteries, donc on avait débranché, tu avais débranché les batteries. Et donc tu as remis les batteries, tu m'as dit, il redémarre direct, donc ça c'est nickel. Jusqu'à présent, pour nous, on est sur un scénario presque parfait. Ouais. Puis bon, la descente du flat track se fait, je déplace Jeff comme on me le demande. Il faut savoir que la descente du flat track, je suis resté pas loin de 4h30 au port. C'est de nouveau, on arrive, tout prend beaucoup de temps. Le port de Veracruz est structuré d'une manière où on prend énormément de temps. Il y a des personnes qui m'ont dit que c'est un tout petit port parce qu'ils ont vu qu'une toute petite partie, ce port, il est gigantesque. À l'intérieur même du port, on peut faire 6 ou 7 km. Et nous, on était dans la partie tout au fond du port, qui est la partie spécialisée en conteneurs, vu que Jeff il n'est pas venu en Ro-Ro. Donc en Ro-Ro, c'est quand vous conduisez votre véhicule sur le bateau et qui descend lui-même. Jeff il est venu sur son flat track et donc il était considéré comme un conteneur. Ça fait une grosse différence pour beaucoup de choses. Et donc voilà, je perds ma journée là-dessus à aller dedans. Et alors en plus, je n'avais droit de rien sortir de Jeff. Anaïs m'a dit ouais, si tu arrives à prendre les cahiers d'école des enfants et tout. Ben non, je ne peux pas. Oui, parce que le temps filant, en fait, il faut savoir que nous, on avait préparé nos sacs et préparé l'école pour les enfants, mais à la base, quand on est parti d'Inde, on nous avait annoncé l'arrivée de Jeff pour le 7 mars. Et donc, on arrivait au bout des cahiers d'école des enfants et on a dû un peu improviser, quoi. Mais bon, ça, c'est une parenthèse
pas très grave. Non. Mais du coup, je m'étais dit, voilà, si tu peux. Il y a toute cette sécurité dans le port qui est un peu contraignante. Et puis en fait, on me rappelle la semaine suivante, mais genre en urgence, pour aller déposer les clés, parce qu'il faut bouger Jeff dans le port, mais alors je peux pas aller parce qu'ils n'ont pas fait la demande. En fait, on s'est rendu compte à ce moment-là qu'on aurait dû, enfin, on aurait dû laisser les clés, sauf que ça nous a pas été dit. Enfin voilà, en tout cas Nico s'en souvenait pas, et le jour où on l'a sorti du flat track, du coup Nico est reparti avec les clés. Or ce jour-là, on nous dit, en fait, il faut le bouger, donc faut aller dardard apporter les clés pour que quelqu'un puisse aller le bouger dans le port. Et c'est aussi ce jour-là. Ah non, parce que j'ai aussi dû, avant ça, avant même de faire l'exercice du flat track, j'ai dû aussi aller faire le TIP. Il y avait déjà eu une journée, complète pour faire donc une autorisation du véhicule sur le territoire mexicain. Et puis il y a les clés qu'on me demande d'amener. Et là, on m'annonce au moment des clés, c'est à ce moment-là qu'on me dit, il y a un problème avec le TIP et les papiers du véhicule et ce qui a été renseigné. Parce qu'en fait, Jeff, il a 2 dates, on va vous l'expliquer rapidement. Jeff, il a été fabriqué en 1995 en Ohio. C'est marqué dans sa portière. Mais il a été immatriculé la première fois en Belgique en 1997, soit presque 2 ans après. Ça crée un problème parce que sur les papiers du carnet de passage en douane qui ont été renseignés sur une partie du shipping, c'est marqué 95. Sur la carte du véhicule, c'est marqué 97. Sur le TIP, ils ont marqué 97 pour être sûr, pour concorder avec les documents, mais là, l'agent se prend un flip, un très gros flip, et il a peur que ça passe pas et que ce soit refusé par les douanes. Et si c'est refusé par les douanes, en fait, on doit recommencer le processus de demande de sortie de douane, mais surtout, tous les frais sont à notre charge. Et nous, à ce moment-là, on la trouve pas spécialement bonne parce que, en fait, tous ces documents, ils ont été fournis très tôt. En fait, on a dû créer un drive en décembre, avec tous les documents qui nous avaient été demandés, ce que nous on a fait. Et donc... Et quand on était en Belgique, on a eu un appel avec eux. Et voilà, et donc depuis décembre, tout le monde, que ce soit l'agence en Inde, notre agent en Suisse, l'agent en Espagne, enfin en tout cas, nous on a donné l'accès à notre agent, et donc on dit tout le monde a accès à ces documents. Et en plus, au mois de février, on a un appel en Belgique où on redemande, on vérifie est-ce que le CPD, on peut bien le rendre parce que dans cette partie du monde, il n'y en a pas besoin. Mais comme on a embarqué avec le CPD, je veux vraiment m'assurer qu'ils n'en aient pas besoin ici. Ce qu'on m'assure, sauf que, et là, de nouveau, l'agent suisse a vraiment été très très honnête et très juste. Il dit, en fait, c'est moi qui aurais dû mieux vérifier. Parce que en réalité, en effet, le CPD n'est pas nécessaire ici, mais vu qu'il y a 2 dates, ça aurait peut-être pu aider, ou en tout cas ça aurait évité tout ce stress et cette tracasserie de l'agent à Veracruz, ici en Mexique. À partir de ce moment-là, ils vont perdre pas mal de temps pour faire la demande de sortie de douane, parce qu'ils vont hésiter, ils vont essayer de trouver des solutions, et on va retourner moi-même, je vais retourner encore une fois au bureau à ce moment-là, pour signer des papiers, mais genre ils me préviennent tu dois être dans 1 heure au bureau. On habitait en dehors de Veracruz, donc c'était très compliqué. Je suis arrivé tout juste mais entraîné, donc du coup ils étaient quand même pas à l'heure pour déposer la demande à la douane. C'était une déclaration qui expliquait le comment, du pourquoi, et donc ça va traîner. Et là ça va traîner très fort parce que l'agent n'a pas voulu prendre de risques. Et puis en fait il y a une concours de circonstances qui est que Veracruz, le port, est en saturation parce qu'ils ont perdu des éléments à la douane qui sont partis travailler ailleurs. Du coup, ils sont en sous-effectif. Et puis, on arrive à... Semana Santa qui fait que tout est fermé pour un long week-end de 4 jours. Et tout ça en ayant déjà dû attendre un congé en Inde parce qu'on avait essayé aussi de changer le document en Inde. Mais eux étaient en congé lundi, puis nous ici congé jeudi, vendredi, donc en gros on a perdu comme ça une semaine d'attente inutile en fait, de l'attente pure et simple, juste parce que les administrations étaient fermées. Et pour finir, ne pas savoir changer ce document, et donc en fait rentrer les documents tels quels, avec en plus donc cette lettre, enfin je sais pas, ce document qui est une attestation comme quoi il y a ces 2 dates pour faire passer les choses au niveau de la douane.
Et puis c'est passé. Et là on me convoque pour le contrôle de douane. Contrôle de douane, c'est la même chose. J'arrive, j'attends 1 heure que la responsable des douanes arrive. Et puis à ce moment-là, elle fait l'inspection. Alors c'était très drôle aussi parce que elle est arrivée. Donc elle m'a demandé de tout regarder. Hein. Là j'ai ouvert toutes les soutes, tout s'est fait vraiment de manière assez propre. Et puis à l'intérieur, elle arrive, elle me dit est-ce qu'il y a de la nourriture? Et oui, parce qu'en Inde, ils nous ont pas dit qu'on ne devait pas avoir de nourriture. En Inde, je leur ai demandé, ils m'ont dit mais non, tu peux tout laisser. Mais on avait été malin, ils nous avaient juste dit, tout ce qui ressemble à de la drogue, vous enlevez. Donc le sel fin, la farine ouverte et des trucs comme ça. La maïzena, la patou. On a donné à des... Et il n'y a plus rien qui était ouvert non plus, parce que moi j'avais peur des fourmis, donc on avait gardé que ce qui était fermé et qui ressemblait pas à de la drogue. Et donc elle ouvre une première... Moi je lui dis, bah si, j'ouvre une première armoire. Elle me dit, ah oui, ça fait beaucoup, aïe aïe aïe. Et puis elle ouvre la deuxième armoire et là elle fait, ah mais là ça va pas rentrer dans un sac. Et en fait je crois qu'on a eu 2 trop, parce que si on avait eu qu'un peu de nourriture, elle aurait tout pris, elle aurait tout jeté. Et là on avait 2 trop, donc elle a pas voulu jeter. Et puis on nous a aussi expliqué, soyons honnêtes, parce qu'on a des copains enfin, qu'on a rencontrés avant ça, qui n'ont pas pu garder toute leur nourriture. Il y a 2 personnes qui font les vérifications, une qui est sympa et une qui est pas très sympa. On est tombé sur la sympa. Voilà. Ils font venir le chien. On peut pas avoir de la malchance partout quoi. Le chien passe dans le camping-car. Il n'a rien trouvé fatalement vu qu'on n'avait pas de drogue dedans. Et voilà. Bien caché. Et puis donc on fait l'inspection douane. Et à ce moment-là, on nous dit l'inspection douane est faite. Je crois que c'était un lundi. Ouais, c'était un lundi ou un mardi. Et on dit ah oui mardi. Et on donc, dit jeudi, vendredi, il sort. Mercredi ou jeudi. On t'a dit demain ou après-demain. Ouais. Et donc nous on s'attendait à être appelés le lendemain pour venir le surlendemain. Eh ben non. Eh ben non. Eh ben non. On a attendu 10 jours. Et donc le vendredi on est dépité. Non quand même. Vendredi dépité. Puis vient le lundi de l'éclipse. Ouais. Et là, magie, on nous dit que le mardi ou le mercredi on peut y aller. Ouais. Et donc c'est finalement je crois le mercredi que tu as pu y aller. Et là, la longue journée en enfer commence. Je vais essayer de la résumer rapidement. Donc j'arrive au port, de nouveau je dois me changer. Donc chaque fois que je vais au port, je dois avoir des chaussures de sécurité, une chasuble et un casque. Ça c'est pas très compliqué. Puis j'arrive là et en fait, comme j'ai dû laisser la clé là-bas la dernière fois, on doit attendre pour me donner la clé seulement. Il n'y a personne pour me donner la clé. Le chef de service est pas là. Et puis et on l'attend. Et puis on me dit, ah ben non, le chef de service c'est plus lui, parce qu'il y a un changement de tour, donc il y a le changement les rotations d'équipe, et le nouveau chef de service n'est pas encore arrivé. Et donc là, on attend. On fait que attendre. Et jusqu'à ce que là, je commence à m'énerver un petit peu, et la personne qui m'accompagne de chez Gilles aussi, César, très gentil, commence aussi à en avoir marre. En plus, lui, il appelle son patron pour lui dire, écoute, ça va pas, on perd du temps. Son patron appelle la douane, et là, on finit par savoir que le chef de service qu'on attendait est en formation dans une salle. Donc on arrive vaillamment à avoir les clés finalement, mais presque 3 heures après être rentré. Et puis Jeff ne démarre pas. Je suppose qu'ils ont trop pompé dedans pour le faire démarrer quand ils ont dû le déplacer plusieurs fois, ou qu'ils n'ont pas bien préchauffé, je ne sais pas. Jeff, on met les câbles, Jeff démarre, on commence la longue journée en enfer, je tombe en panne aux douanes. On doit trouver une solution. Donc je suis rentré à 13h au port, je suis sorti à 23h. Donc je suis resté 10 heures là-bas. Je tiens à remercier le personnel des douanes de la zone à Mario qui a été extraordinaire avec moi, qui a cherché des solutions avec moi pour essayer de réparer Jeff là-bas directement. Et puis en fait je retourne chez UG Logistique le lendemain parce que là il faut trouver une solution. Mon camping-car est coincé à la sortie des douanes, en panne. Et là on discute toute la journée de solutions, on cherche des choses avec l'assurance, on cherche des solutions parce que tout ce remorquage coûte très cher. Et on parle de coût, à un moment il me dit oui le coût ça va être pour toi et tout, mais moi dans ma tête j'étais pas spécialement d'accord avec ça parce que le problème de diesel, on les avait prévenus. Et c'est là que j'ai appris la veille aussi que c'était qu'une simple demande à faire par papier, on aurait pu rentrer 40 litres de diesel dans le port, il fallait faire une demande, expliquer que c'était pour sortir le véhicule en bon état. Et en fait les douanes sont obligées de s'y plier.
Mais tout ça, Nico l'a appris à la douane Quand dans le stress de il est en panne et donc c'est des journées éreintantes. Faut rappeler aussi que Nico était passé cette journée, il faisait 35 voire 40 degrés, entre 35 et 40 degrés et que il y avait rien à boire en fait dans Jeff jusqu'à ce que je me souvienne, mais il était 18h qu'il y avait 2 petites bouteilles de coca en dessous du frigo qu'on avait laissé en guise de médicaments, on a toujours ça et en fait hormis ça, et en plus elles étaient chaudes, il n'y avait rien en fait. Et il ne peut rentrer avec rien dans ce port. Donc chaleur, fatigue, stress. Et alors il apprend tout d'un coup qu'en fait on aurait pu rentrer du diesel. On l'a très 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 mauvaise. On a vraiment été très frustrés. Au-delà du fait qu'on a passé un mois d'attente, on est vraiment très frustrés par la manière dont ça se déroule en fait. Oui, et alors le problème c'est que je peux pas encore me fâcher avec eux. J'ai besoin d'eux pour sortir Jeff de la douane. Et donc là je dois travailler encore avec les personnes avec lesquelles je suis intérieurement fâché. Bon, au final, on trouve la solution de la grue, enfin de la grue... dépannage. Du dépannage, oui, c'est parce qu'en espagnol c'est grua. Du coup je suis un peu... Et on sort Jeff, et la sortie de Jeff pour moi c'est le pompon parce que ça met de nouveau beaucoup de temps, mais ça voilà, on en a déjà assez parlé dans la vidéo aussi. C'est que dans la grue, dans la dépanneuse, avec le dépanneur, j'apprends que c'est moi qui vais devoir payer tout de suite en cash illico. Et là en fait j'explose parce que j'appelle l'opérateur et je lui dis mais comment c'est possible que vous ne m'avez pas prévenu? Vous me prévenez que à 9h du matin que je dois être à 10h au port pour ça. Et vous n'êtes pas foutu de me dire que je dois avoir un montant astronomique en pesos mexicains et en plus la veille j'étais avec vous jusqu'à 18h donc j'ai pas eu le temps de passer à la banque entre les deux. À savoir aussi que moi j'ai passé la matinée aussi à chercher des dépanneurs, donc on connaissait à peu près le prix au-delà du fait que toi tu avais cherché. Mais on n'a pas le droit en fait nous de le réserver nous-mêmes puisqu'ils doivent avoir une autorisation. Donc ils se sont quittés la veille quand Nico a quitté le bureau. C'était UG Logistique qui devait contacter la société de dépannage pour prendre le rendez-vous pour le lendemain, pour organiser tout et organiser aussi l'entrée dans le port. Donc nous, on n'a aucune idée de ce qui est finalement réservé ou pas. On n'a aucune idée de quelle société est retenue. On ne sait pas quel dépanneur va arriver. Et on ne sait pas non plus si eux ont besoin d'une facture ou non, parce qu'il y avait aussi, moi quand je les avais eu au téléphone, un prix différent entre on facture ou avec ou sans facture. Et donc tout ça est très flou pour nous. Je répète, au-delà de la fatigue et du stress qu'on a. Et donc à ce moment-là, quand toi tu es dans la dépanneuse, tout d'un coup tu m'appelles, et en plus moi je ne comprends pas la situation d'urgence tout de suite. C'est que Nico me dit ça y est, tu peux me rejoindre chez le mécanicien. Et en fait, nous, tout contents, on se dit on va retrouver Nico, les enfants explosent de joie, ils vont enfin retrouver Jeff. Faut dire que ça fait aussi 3 fois qu'on leur dit on va retrouver Jeff et que 3 fois on leur dit finalement non. Donc là ils explosent de joie, ils vont vraiment revoir leur maison. Sauf que à peine sorti, je comprends que Nico me dit non mais tu dois venir avec l'argent, il faut avoir l'argent en cash. Et en pesos mexicains. Et en pesos mexicains, donc il ne s'agit pas d'avoir des euros quoi. Donc je dois partir avec les 750 euros et un peu plus parce que je voulais être sûre de mon coup à aller échanger. Et bien sûr, on habite au nord de la ville et la seule banque qui fait des échanges d'argent est en centre-ville. Donc on essaye d'abord de faire un extrait, de tirer à l'ATM près de chez le mécanicien, mais ça ne fonctionne pas. Et donc moi je suis obligée de faire un aller-retour avec les enfants dans le stress pour aller faire un échange d'argent. En plus je vous raconte pas, heureusement je suis tombée sur un super taxi. Mais le bureau de change, chaque fois, il nous demande de compléter un papier quand c'est plus que 500 €. On doit compléter un papier avec nom, prénom, adresse et je ne sais pas tout quoi. C'est pas l'opération genre super rapide de je vais au guichet et je sors mes billets. Mais soit, heureusement, on est tombé sur un taxi vraiment adorable qui a gardé les enfants à l'intérieur pendant que moi j'allais dans la banque.
et qui m'a pas surfacturé parce qu'on connaissait le prix de l'aller dans le centre en taxi et il m'a vraiment pas surfacturé. Donc voilà. Oui, et c'était important parce que le dépanneur il me dit ouais mais en fait en gros si tu sais pas me payer là tout de suite, moi je suis obligé de l'amener à mon bureau. Je fais mais tu l'amènes à ton bureau et on fait quoi? Et ben après tu repayes un autre déplacement transport mais ce sera pas autant, on sera genre $200 quoi. Ouais mais malgré tout, enfin tu vois, j'ai pas envie de payer deux fois, c'est déjà assez, ça me fait déjà assez mal au cœur de payer une fois. Donc voilà, et puis après le gars était compréhensif, on a réussi à l'arrêter, mais écoutez, attends-nous, enfin voilà, on a trouvé une solution in fine, mais ce manque de communication, ça nous a flingué le moral à la fin, et, enfin tout ce processus sur la partie mexicaine, ça a été vraiment un gros problème de communication et de savoir ce qui se passe, parce que nous, avec l'agent mexicain, on était en contact par téléphone, par WhatsApp, on posait des questions, et impossible d'avoir une réponse claire, c'était toujours très compliqué. Bon, on fait quoi aujourd'hui? Est-ce qu'on a le droit de bouger de chez nous ou pas? Eh ben, figure-toi qu'on doit faire telle et telle demande, et alors, oui, enfin oui ou non, tu vois, moi je veux juste savoir si je peux quitter Veracruz pour une journée ou pas. Et ce qui a fini par faire qu'on n'a pas bougé, ou quasi pas, on a fait une visite en dehors de Veracruz, parce qu'on passait des journées à attendre. Et ça, c'est très long en fait. Pour nous, alors c'est peut-être une mentalité européenne, mais juste de se dire en effet oui ou non, ça va être aujourd'hui, ça nous aurait peut-être permis de bouger plus, de partir 2 jours à Jalapa, ou enfin voilà, n'importe, mais de plus visiter ce qu'on n'a pas pu faire. Clap de fin sur ce shipping. In fine, le shipping s'est bien déroulé. Jeff est entier. Il n'a pas eu de casse, il n'y a pas eu de vol. On n'en attendait pas trop parce qu'on savait que le flat track était plus sûr que le Roro. Ça s'est déroulé, on y est, on l'a fait. Maintenant on a fait une route qui n'était pas commune, on le sait. Faire Mumbai-Veracruz, on est sans doute dans les premiers à avoir fait ça. Je pense pas qu'on est dans les premiers, mais en tout cas, enfin je sais pas, mais en tout cas d'après notre agent suisse, on a fait le shipping le plus compliqué. Il nous a dit qu'après c'était tous les autres, les doigts dans le nez. Nous on a dit il n'y en aura peut-être pas d'autres. Voilà, on voulait vous partager avec vous cette aventure du shipping qui était haute en couleurs et en aventure, mais au résultat On est dans Jeff et on est content, on est au Mexique, on est sur le continent américain avec Jeff. Yeah!